Merci à vous tout d'abord. Je suis très content d'être aujourd'hui parmi vous pour parler de l'astronomie dans notre région. Je vais commencer par une présentation. Vous m'arrêtez si vous trouvez que je suis trop long. Ce n'est pas grave, mais c'est juste pour rappeler pour ceux qui ne me connaissent pas ce qui se passe un peu au Maroc dans le domaine de l'astrophysique, dans la recherche en astrophysique et particulièrement à l'observatoire de Loukemden. Voilà, donc je suis très, très content d'être aujourd'hui avec vous. J'espère que cherche en astronomie en termes de publications scientifiques, que je résume ici à partir de la base de données tout à l'heure. Oui, il y a un souci. Non, c'est juste que ça. Pas la présentation non, je pense que c'est juste le micro qui se coupe de temps en temps. Je ressens la même chose, mais sinon, la présentation, on le voit tous, je pense. Je pense que c'est juste la bande passante. Je sais pas si c'est de nous ou de votre côté. Mais ce qui est sûr, c'est que, en fait, le micro se coupe automatiquement. Enfin, je veux dire, le son s'arrête et puis reprend, quoi. Ok, donc je ne sais pas si c'est de... Vous m'entendez là? Oui, là, on vous entend. A priori, ça ne coupe plus. C'est bon? Voilà, donc je continue. Oui. C'est juste... voilà, donc ces courbes, c'est juste pour montrer qu'il y a une progression constante depuis les années 90. Et ça va avec une augmentation très importante. À partir de 2010, il y a un point d'inflexion des projets qui ont été initiés ou développés à l'Observatoire de Loukemden. Alors l'historique, il est résumé ici. Je commence à partir de 84, 86. Où il y a eu donc la première réunion comme le Centre national de la recherche scientifique qui se trouve à Rabat et autour surtout d'un programme. Je dirais que nous avons ramené dans nos valises, vu que le groupe qui a formé ce premier laboratoire étaient des anciens étudiants de l'université de Nice, et il se trouve que à la fin des années 80, il y avait une expérience de sismologie solaire, une expérience qui s'appelle IRIS, et donc nous sommes déjà rentrés avec ce projet de développement d'installation de cette expérience, et donc tout de suite nous avons commencé par rechercher un site adéquat. Et d'où le choix de Loukemden, l'installation de cette expérience et
Est-ce que vous m'entendez là? Voilà, donc j'essaie de continuer. Vous m'entendez là? C'est mieux? Allô? Oui, c'est mieux là. Là, on vous entend. Ok, vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Voilà. Et donc, je continue. Voilà, je continue. Donc, après cette période, disons, d'installation, il y a eu, à proprement dit, la spécialité astrophysique qui s'est installée avec un doctorat d'État qui a été soutenu à l'université Qadi Iyad en coopération, en co-encadrement avec l'université de Nice en 1994. Et il se trouve que le titre de ce doctorat d'État était vers le développement, vers l'installation d'un observatoire au Maroc. Voilà, donc il y a eu quelques travaux, aussi bien en physique solaire qu'en haute résolution angulaire et surtout en recherche de sites, en recherche et qualification de sites astronomiques. Il y a eu quelques expériences qui se sont installées. Et enfin, pour diverses raisons, la thématique s'est développée plus à Marrakech-Karaba. Une des raisons étant évidemment la proximité de Marrakech, de l'université de Marrakech avec l'observatoire de Luqaymeden. Et donc, en 1999, il y a eu la création d'un laboratoire de recherche en astrophysique et qui s'intitule Laboratoire de physique des hautes énergies et astrophysique. Une année plus tard, ce laboratoire a œuvré pour la création d'une formation en astrophysique en 2000. Formation qui s'est intitulée High Energy Physics at l'Université Qadi Iyad. Et après, il y a eu le lancement entre 2003 et 2005 d'une campagne de qualification de sites avec l'Observatoire européen du Sud qui, comme vous le savez, gère, manage les sites qui se trouvent au Chili, les plus grands télescopes du monde qui existent en ce moment. Et le Maroc a été sélectionné en 2006 pour faire partie des sites à prospecter pour l'installation du futur extrêmement large télescope, projet européen d'une quarantaine de mètres de diamètre, qui devrait bientôt voir le jour. On parle de 2023, je pense, pour la première lumière. Et donc le Maroc a été sélectionné, enfin présélectionné, vu l'excellence de ces sites d'observation. Ensuite, en 2007, c'est une date importante, puisque ce fut l'inauguration officielle des nouveaux locaux de l'Observatoire de Luqaymeden et en même temps la codification auprès de l'Union astronomique internationale de l'Observatoire qui porte le code J43 auprès de l'UAE. Et donc, de 2006 à 2009, il y a eu la campagne de sélection de sites pour le futur extrêmement large télescope. Et c'est un autre site qui s'appelle ECLIM, qui se trouve un peu plus au sud-est de Luqaymeden, qui a été présélectionné. Et nous avons pu constituer ainsi une grande base de données, des données astroclimatiques autour du site ECLIM, mais pour les montagnes du Haut-Atlas. Et donc là, nous avons pu publier plusieurs communications et articles scientifiques sur cet aspect-là, chose qui a aidé à faire connaître le Maroc et ses sites auprès
auprès de la communauté internationale et qui par la suite a attiré quelques projets, dont le premier est le projet MOS, qui est un télescope de 50 cm qui a été installé en collaboration avec une astronome française, Claudine Riner, et une société suisse. Je reviendrai tout à l'heure plus en détail sur ce télescope-là. En 2011, c'est une date aussi importante puisque nous avons commencé l'un des programmes qui a trouvé un très bon succès par la suite, qui est le programme dédié aux exoplanètes. Et en 2012, nous avons commencé un autre programme dédié, cette fois-ci, à l'étude des suivis des étoiles variables. En 2013, il y a eu aussi l'installation d'une coopération autour de la météorologie de l'espace avec l'université de l'Illinois aux États-Unis. Et en même temps, pour la même année, on a démarré une coopération avec une université du Royaume d'Arabie Saoudite autour de l'observation de la Lune. Entre 2014 et 2015, il y a eu l'installation d'un télescope avec la société, avec l'Institut spatial coréen. Je reviendrai tout à l'heure sur les détails de ce télescope. Et en 2016, il y a eu l'installation de TRAPPIST-Nord, un télescope de 60 cm opéré en coopération avec l'Université de Liège et qui est un jumeau d'un télescope TRAPPIST-Sud qui se trouve au Chili. Alors ensuite, ceci a permis de participer à la découverte du système exoplanétaire TRAPPIST-1 et qui ensuite a fait beaucoup parler de lui. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure aussi un petit peu sur cette découverte. En 2017, il y a eu la découverte d'un objet très intéressant aussi, c'est un astéroïde binaire qui porte le nom de 2017Y5, découvert d'abord par le télescope MOS à Lukemden, et puis observé ensuite par le défunt télescope Arecibo, radiotélescope, qui a permis de mettre en évidence en fait que c'est un astéroïde double très rare. Alors, en 2019, il y a eu aussi une découverte très intéressante, une observation très intéressante suite à la découverte de la comète Borisov, qui se trouve être le deuxième objet interstellaire découvert. Ça veut dire que c'est un objet qui arrive en dehors du système solaire. Et il a été aussi observé par le télescope TRAPPIST-Nord à Lukemden et d'autres télescopes. Et on a pu détecter quelques molécules constituant cette comète. Alors, ensuite, on peut citer aussi en 2019 le développement d'un réseau dédié à la détection des météores et calcul de trajectoire. Je reviendrai tout à l'heure avec quelques slides là-dessus. Et en 2020, on peut citer aussi une date importante puisque nous avons sorti le premier article issu de notre laboratoire sur l'étude des atmosphères, cette fois-ci des exoplanètes. Donc jusqu'à cette date-là, nous faisions de la découverte ou de la confirmation des exoplanètes par les méthodes du transit, mais là, nous sommes allés plus loin en étudiant les atmosphères et en faisant des simulations sur ce qui peut être observé, notamment par le James Webb Space Telescope, télescope spatial qui va venir remplacer le télescope Hubble. Voilà donc rapidement l'aperçu sur l'historique du développement avec quelques dates phares. Quelques petites illustrations de comment nous avons commencé à l'observatoire de Lukemden avec une petite cabane abritant l'expérience dont j'ai parlé tout à l'heure, l'expérience IRIS, qui consiste simplement c'est trop dire, en fait, qui consiste en la mesure des modes de vibration, des modes
P, ça s'appelle les modes P, essentiellement reliés à P, c'est relié à la pression du Soleil. Le simplement, ça portait sur en fait l'observation du Soleil par un miroir, un petit héliostat qui renvoie l'image du Soleil à l'intérieur de la cabane, comme vous le voyez ici. Et il y a un système à l'époque très ingénieux pour l'époque pour filtrer d'une façon très fine l'image du Soleil pour en sortir en fait le déplacement par effet Doppler de la raie du sodium qui se trouve être une raie double et qui permet de calculer la vitesse du mouvement de la surface du Soleil et donc détecter ces modes de vibration. Voilà. Et ceci a permis de publier, de faire les premières publications, comme vous le voyez en bas de ce slide-là, sur le site de Luca Imden et cette expérience IRIS, et sur ce qui se passait autour. Voilà, donc bon, je passe sur les détails, le premier article, les principes des oscillations solaires. Nous n'avons pas le temps de développer tout cela maintenant, mais si vous le voulez, on pourra revenir point par point ou thématique par thématique à l'avenir pour détailler ce que nous avons fait dans ce domaine-là. Alors, il y a eu un premier article très important signé comme premier auteur par un des membres de la petite équipe qui a développé l'observatoire de Luca Imden, c'est Mohamed Lezrak, et où en fait on a observé les modes de vibration, mais à travers une expérience cette fois-ci spatiale, et qui est en fait une jumelle de l'expérience qui a été installée à Luca Imden et sur un réseau autour du globe terrestre et qui s'appelait ERIS. Voilà, alors ensuite, bien plus tard, on a pu mettre en évidence la possibilité de détection grâce à ces données héliosismologiques des modes de gravitation, les modes G, qui sont très très difficiles à détecter. Et là aussi, notre équipe se trouve être co-auteur de cet très important article dans cet aspect-là. Alors, en parallèle donc avec l'expérience IRIS, nous avons commencé avec les moyens très limités dont nous disposions à l'époque, d'essayer de qualifier le site d'observation, tout d'abord en mesurant l'extinction tout simplement atmosphérique, c'est-à-dire la qualité photométrique du ciel de Luca Imden. Pour cela, nous avons conçu au laboratoire un photomètre. Le principe très simple, c'est des photos d'iode avec un diffuseur photographique et des filtres pour pouvoir mesurer l'extinction à plusieurs longueurs d'onde. Et ceci, malgré sa simplicité, a permis de mesurer, de faire les premières mesures en fait de la qualité du ciel de Luca Imden. Alors nous avons mené cela en parallèle avec une instrumentation que nous avions reçue de la part de nos collègues américains du projet GAN que j'ai cité tout à l'heure, et ceci a permis en particulier de publier 2 articles, les premiers articles concernant la qualité du site de Luca Imden en termes de transparence ou d'épaisseur optique de l'atmosphère au-dessus du site. Alors ensuite, vous le savez, la photométrie est importante, mais ce qui est encore plus important pour les observations en astronomie, c'est la stabilité des images. Et la stabilité des images est perturbée par la turbulence atmosphérique. Et donc, c'est une limitation majeure de l'observation. Alors, le principe est montré ici sur ces slides. Je ne sais pas si l'animation marche. Je ne pense pas, mais en tout cas, voilà ce qu'on voit au foyer d'un télescope lorsqu'on observe une étoile. C'est ce qu'on appelle la PSF ou la tache d'Airy à gauche. Mais en réalité, ça, c'est dans le cas idéal où il n'y a pas de turbulence. En fait, quand il y a une turbulence, c'est des speckles qu'on observe et donc il y a un élargissement, disons, de la surface autour de l'étoile avec donc une perturbation
Là, je ne sais pas, là aussi, ça ne marche pas. Normalement, l'animation est censée montrer le brouillage de l'image lorsqu'il y a un mouvement. Voilà, l'animation ne marche pas, mais c'est pas grave. C'est juste pour montrer qu'en fait, lorsqu'on a de la turbulence atmosphérique, les images sont en quelque sorte perturbées. Et donc, il y a un paramètre en astronomie qui s'appelle le seeing et qui mesure un peu l'intensité de la turbulence. Donc là aussi, il faut le mesurer pour pouvoir qualifier le site et pour que la communauté internationale, si vous voulez, décide ou pas d'installer des télescopes sur ce site-là en fonction de la qualité en fonction de la turbulence qui existe sur le site. Et donc, dans la même lignée du développement instrumental que nous avions commencé au départ, nous avons développé un moniteur de seeing made in Marrakech, on l'a appelé d'ailleurs DIMAR. En fait, le concept existait, nous ne l'avons pas inventé, mais nous avons juste refait avec notre propre logiciel d'acquisition et nos propres instruments. Donc, conçu un instrument et utilisé cet instrument par la suite pour le contrat que j'ai cité tout à l'heure avec l'ESO, pour mesurer pour avoir les premières mesures de la turbulence atmosphérique au-dessus de l'Ukraine. Voilà, donc nous avons pu ainsi publier les premières données sur le site, comme vous le voyez ici, et comme vous le voyez dans le tableau. Les données du seeing de Locayden se comparent, sont du même ordre de grandeur que les télescopes qui se trouvent, les sites qui se trouvent par exemple au Chili, les meilleurs sites au monde, la CIA, Mauna Kea, ou à Hawaï, Mauna Kea, Paranal ou La Palma. Voilà. Alors, pour parler toujours du développement instrumental, il ne suffit pas de mesurer la turbulence atmosphérique globale, qui est traduite par le paramètre seeing, mais il faut aussi mesurer où se trouvent les couches les plus turbulentes, et donc faire un scan de l'atmosphère du point de vue de la turbulence atmosphérique. Et là, il y a des expériences aussi qui ont été développées, et l'une de ces expériences, c'est le SIDAR. Et nous avons participé avec une équipe de l'Université de Nice à la mise en place de ce qui s'appelle le SSS, le Single Star SIDAR, qui permet de faire ces mesures-là. Et ça a été fait dans le cadre d'une thèse encadrée dans notre laboratoire à Marrakech avec un des chercheurs qui s'appelle Habib Abdelfatah, et qui a permis de mettre en évidence ce principe. Et donc, nous avons publié ce principe-là, surtout l'algorithme qui a du recuit simulé, en fait, qui a pu, débloquer la possibilité de pouvoir mesurer la turbulence atmosphérique à plusieurs hauteurs à partir d'une étoile simple. Jusque-là, ça se faisait, mais avec des étoiles d'eau. Voilà. Ensuite, un autre instrument a été mis à la disposition de la communauté, toujours pour mesurer le seeing atmosphérique, mais cette fois-ci, pas à la base du DIM, du principe du DIM que j'ai présenté tout à l'heure, mais le principe de ce que nous avons appelé interférentiel seeing monitor, en mettant à profit la perturbation des franges d'interférence diffraction qui arrivent à travers un masque à 2 trous, et donc en reproduisant la fameuse expérience des trous de Young. Voilà, ceci, nous avons pu le calibrer, nous avons pu publier des articles là-dessus, et maintenant, c'est un instrument qui fonctionne et qu'on peut utiliser, et qui est plus simple encore que le DIM à mettre en œuvre. Sinon, il y a aussi la problématique du cophasage et de la magnitude limite, et ça consiste surtout, c'est important pour les interféromètres. Vous savez que le VLT, le Very Large Telescope, qui se trouve aussi au Chili,
est un interféromètre en fait de 8 télescopes. Et donc l'une des problématiques principales, c'est ce qu'on appelle le cophasage, pour pouvoir reconstituer des images à partir des images prises par chaque télescope de l'interféromètre. Et donc pour cela, il y a des études à faire et aussi à proposer quelle est la couverture du ciel adéquate pour qu'on puisse développer ce genre d'instruments. Et donc notre laboratoire aussi a pu contribuer à ces études-là dans le cadre d'une thèse soutenue au sein de notre laboratoire également. Là, quelques articles qui sont sortis. Et là, la suite, si vous voulez, est très récente. Vous voyez que c'est un article qui vient tout juste d'être publié le 26 mai 2021 par un des doctorants du laboratoire, Abdelkrim Bouskri, et qui présente des résultats très intéressants sur la couverture du ciel dans le contexte que je viens d'expliquer, dans le contexte interférométrique. Voilà, donc j'ai dit qu'en 2007, il y a eu l'inauguration de l'observatoire de Lukeinden et l'attribution du code J43. Voilà comment était l'observatoire de Lukeinden en 2007, avec une coupole principale, que vous voyez là, la coupole qui se trouve sur une tour d'une hauteur de 7 mètres. Et par la suite, petit à petit, donc, comme je l'ai montré dans la partie introductive, ça s'est développé avec l'installation de plusieurs télescopes. Le télescope MOSS, qui est dédié à la détection des petits corps du système solaire, aux découvertes essentiellement, et il a été très efficace dans ce secteur-là, avec la découverte, avec un taux de mesure extraordinaire pour la taille du télescope et comparé au plus grand télescope qui se trouve essentiellement aux États-Unis et au Chili. Et donc voilà, vous voyez l'interface, le but étant, ici, chaque nuit, en fait, on essaye de scanner une partie du ciel et on essaye de découvrir ce que vous voyez en bas à droite, c'est-à-dire un objet qui bouge. Alors là c'est l'inverse, nous avons fixé l'image sur l'objet, vous voyez les étoiles qui bougent, mais en réalité c'est l'inverse, c'est l'objet qui bouge. Là, ça peut être un astéroïde, ça peut être une comète, et donc on compare par rapport aux étoiles qui sont censées être fixes, et quand on découvre un objet qui bouge, on peut donc relever ces coordonnées, les envoyer au Minor Planet Center, c'est un centre dédié aux petits corps du système solaire, et nous avons un retour qui nous dit si c'est une nouvelle découverte ou est-ce que c'est un objet qui a déjà été observé avant, et ça permet d'affiner et de préciser sa trajectoire, ou sinon ça permet simplement de faire des découvertes nouvelles. Et donc c'est comme ça qu'on a découvert le double astéroïde dont j'ai parlé tout à l'heure et qui a été observé par le radiotélescope Arecibo. Donc ceci a permis, comme je le disais là, juste avant, à ce que l'observatoire de Lukeinden, comme vous le voyez ici, puisse se classer à la 7e place. C'est des statistiques relativement récentes, je crois que c'était des statistiques de 2020. Et l'observatoire se trouve à la 7e place, juste derrière des télescopes essentiellement américains et un télescope chinois. Alors, quand je dis à la 7e place, c'est en termes de nombre d'observations qui sont envoyées à ce centre, donc qui se trouve à Rabat. Voilà, alors si on comptabilise le nombre d'observations totales envoyées par l'observatoire de Lukeinden, vous voyez que l'observatoire se trouve à la 23e place, ce qui est une performance extraordinaire vu que l'observatoire de Lukeinden, enfin le télescope MOSS en particulier, n'a commencé qu'en 2011.
alors que les autres observatoires, il y a quelques télescopes qui ont commencé dans les années 60. Et donc, vous voyez que se classer à la 23e place en nombre d'observations, c'est déjà une très, très, très bonne performance. Alors, c'est dû évidemment à la qualité, à la bonne qualité du site du KIMDEN, mais c'est dû aussi à l'équipe qui est derrière et qui fait en sorte de maintenir le fonctionnement du télescope le plus longtemps possible, le plus efficacement possible, et d'une manière donc robotisée et à distance. Voilà. Alors là, c'est un lien vers la page Wikipédia où vous voyez donc l'importance de ce double astéroïde, et vous voyez que ça a été donc détecté à l'observatoire de Lockheed. Ceci, c'est juste pour l'importance. Et ça, ici, vous voyez l'image qui a été prise en fait à l'observatoire de Lockheed de cet objet-là. Voilà. Alors, sinon, je continue ma présentation. Le programme des exoplanètes, j'ai dit tout à l'heure que c'était l'un des programmes qui a connu le plus de succès par la suite. C'est un programme en fait qui a commencé dès 2005. Nous avons commencé à penser à mettre une instrumentation pour la détection des exoplanètes, et nous avons pu déterminer le premier transit en 2010 avec notre télescope, le télescope que nous avons installé sur la tour principale de l'observatoire, et par un étudiant qui avait pour sujet de thèse principal la détection des exoplanètes. L'étudiant s'appelle Ahmed Dassou, qui est l'ancien étudiant. Il est maintenant professeur il a été recruté à la ville de Safi, à la faculté polydisciplinaire de Safi. Il a soutenu sa thèse ensuite en 2015 sur le même sujet. Et en 2016, nous avons, avec la coopération d'une équipe de l'Université de Liège, installé le fameux télescope TRAPPIST-Nord qui, par la suite, a participé à la découverte du système TRAPPIST, qui, pour certains d'entre vous, certainement le savent, a fait l'objet d'une publication dans la revue Nature, et donc co-signé par Khalid Berkawi, un des chercheurs impliqués dans un des chercheurs du laboratoire, enfin des doctorants du laboratoire impliqués dans cette aventure. Alors le système TRAPPIST, pourquoi est-ce qu'il est important, intéressant et objet, je dirais, de convoitise, si je peux appeler cela comme ça, eh bien c'est parce que c'est un système particulier qui possède 7 planètes qui sont toutes de la dimension de la Terre. Alors, la découverte des exoplanètes, il y a maintenant plus de 4000 exoplanètes qui sont découvertes. La plupart, c'est de grosses exoplanètes qui sont plus proches de Jupiter que de la Terre, ce qui est normal, puisque plus la planète est grande, plus sa surface est grande, plus l'occultation est grande, et plus son influence gravitationnelle sur son étoile est grande, donc plus facile est la détection, soit par la méthode du transit, soit par la méthode de la vitesse radiale. Et donc voilà, là, cette découverte a été rendue possible parce qu'en fait l'étoile n'est pas une étoile qui ressemble au Soleil, mais c'est une naine rouge, donc il est plus facile de détecter autour des naines rouges. Et une naine rouge, c'est une étoile qui est juste de la taille de Jupiter ou un peu plus grand que Jupiter. Et donc, vous voyez la différence par rapport au Soleil. Donc, c'est plus facile de découvrir des planètes de la dimension de la Terre. Et il se trouve que 3 de ces planètes se trouvent dans une zone qu'on appelle la zone habitable. La zone habitable, c'est cette zone-là où l'eau peut exister sous forme liquide. Et donc, ce qui dit eau dit vie. Et c'est pour cela qu'on a donné le nom d'habitable, c'est-à-dire qu'ils peuvent abriter la vie.
Voilà, donc cette découverte est tellement importante qu'elle a fait en fait la couverture de la revue Nature de avril 2017. Les statistiques, je viens de les voir juste avant, voilà, ça date du 5 juin, donc d'aujourd'hui, et vous voyez le nombre de citations qui est extrêmement important pour cet article, cette étude-là, qui se trouve, vous le voyez en bas ici, dans le 99, elle est juste dans le percentile 99, c'est-à-dire qu'elle fait partie de 1% des articles les plus cités. Donc, plus particulièrement, elle est classée dans le 11e rang des articles dans tous les journaux. Et si on prend seulement les journaux nature, elle se trouve dans le 3e rang. Donc, vous voyez que c'est le 3e article le plus cité dans la revue Nature, dans cette thématique. Et donc, vous voyez l'importance de cette découverte. Alors ensuite, il y a une coopération l'installation d'un nouveau télescope aussi avec l'Agence spatiale de Corée du Sud. C'est un télescope de 50 cm avec très performant et surtout avec une monture très rapide. Et c'est un télescope qui est dédié essentiellement à la mesure des débris de l'espace, des satellites, si vous voulez, qui tombent sur Terre, mais évidemment qui peut le plus, peut le moins, comme on dit. Et donc, on peut aussi observer les objets proches de la Terre, les Near Earth Objects, comme on les appelle en anglais, et également les événements transitant de façon générale. Et donc, le panel est très large pour ce télescope. D'ailleurs, nous, on a commencé, voilà, donc une première communication autour de l'installation de ce télescope-là. Et nous l'avons aussi utilisé pour le programme des exoplanètes. Donc, comme vous voyez là, nos amis coréens ne faisaient pas des exoplanètes avec ce télescope. Nous leur avons proposé de le faire et nous avons démontré qu'il était possible de détecter des exoplanètes avec cette instrumentation-là. Et grâce à la présence du télescope TRAPPIST sur le site, nous avons pu faire des mesures en parallèle et avec AOL et avec TRAPPIST d'un des candidats TESS en particulier. TESS, c'est ce télescope spatial qui est venu en quelque sorte remplacer Kepler, qui n'est plus en fonction, et qui fait donc beaucoup de découvertes qui nécessitent confirmation par les télescopes terrestres. Donc, ce que nous faisons avec ce télescope, c'est de suivre ces candidats TESS et d'essayer de trouver, de prouver ou pas que c'est des exoplanètes, les candidats qui sont proposés par le consortium TESS. Voilà, donc ceci a fait l'objet d'une communication dernièrement dans le congrès SPIE, où on montre la validité de la méthode de détection avec AOL. Alors, un des programmes que j'ai cité également, c'est l'installation de caméras pour la détection des météores. Le but étant de pouvoir, par triangulation, remonter à la mesure de la trajectoire de ces météores. Et pour ceux qui tombent sur Terre, donc les bolides, les gros bolides, si vous voulez, qui traversent le ciel et qui traversent l'atmosphère terrestre et qui peuvent se transformer en météorites en chutant sur la Terre. Donc l'ambition est de pouvoir, par triangulation, déterminer leur point de chute. Alors ça a été démontré que c'était possible. Et il y a quelques points de chute qui ont été on a retrouvé le météorite dernièrement, aussi bien essentiellement par le réseau australien qui s'appelle DFN pour détection, Desert Fire Network, donc réseau Firewall Network. C'est un réseau de détection basé sur des caméras All Sky. Voilà quelques images de deux caméras, une qui se trouve à Loch Camden
Et donc, vous voyez la trace et le même objet observé à Ait Ben Haddou, une caméra qui est installée. Ait Ben Haddou, c'est une localité qui se trouve pas loin de Ouarzazate. Et la triangulation a pu être menée pour déterminer donc la trajectoire. Et donc, je ne sais pas si vous avez aussi entendu parler, pour ceux qui sont au Maroc, d'une grosse boule de feu qui a traversé le ciel marocain le 17 mai 2021, donc très récemment. Et voilà, tel que ça a été capté par la caméra All Sky du projet MOS et aussi par une caméra Fripon du projet, cette fois-ci français, qui est dédié à la détection des météores. Et grâce à ces deux détections, là aussi, on a pu faire une triangulation pour finalement déterminer que le point de chute se trouve plutôt dans l'océan. Et donc, heureusement, ce n'est pas tombé sur Terre et ça n'a pas fait de dégâts. Voilà, alors aussi une des publications très importantes où nous avons participé concerne cette fameuse comète extraterrestre, la comète Borisov. Et donc, un de nos étudiants, Youssef Moulen, qui s'est spécialisé dans l'étude de la composition des comètes, a donc soutenu dernièrement sa thèse au sein du laboratoire dans cette thématique-là. J'ai parlé tout à l'heure de la première publication en 2020, c'est celle-ci, sur les atmosphères des exoplanètes, et notamment un système TOI 270 qui a été aussi observé détecté en partie à l'observatoire de Lukeinden en coopération avec d'autres observatoires. Mais là, nous avons fait avec une étudiante qui s'appelle Jemila Choukar, qui est en cours maintenant de finalisation de sa thèse, et qui par des études de modélisation et de simulation, a montré qu'il est possible de détecter certaines molécules avec les caméras qui seront embarquées sur le télescope spatial James Webb Space Telescope. Voilà, je passe en revue rapidement. J'ai dit tout à l'heure qu'en 1994, il y a eu la soutenance de la première thèse. C'est celle que j'ai soutenue moi-même et dont le titre était déjà le développement d'un observatoire. Ensuite, il y a eu un de mes collègues, mais non du laboratoire, que j'avais encadré sur la même thématique, comme vous le voyez, études météorologiques du site de Lukeinden, climatologie du seeing par modélisation, qui a soutenu et un DEA et une thèse d'État. Et donc, Lukeinden comme site d'observation astronomique, caractérisation cosmologique et optique, étude et modélisation de la turbulence atmosphérique. Donc, c'est sa thèse d'État qui a été soutenue en mai 2001. Alors ensuite, il y a eu une série de thèses en astrophysique qui ont suivi. En 2005, il y a eu la thèse de Wahda Bahamid qui concernait la contribution à la modélisation et l'évaluation de la turbulence atmosphérique et aussi la mise en œuvre du moniteur de seeing dont j'ai parlé tout à l'heure et auquel nous avons donné le nom de DIMAR, pour DIM de Marrakech. Ensuite, il y a eu Abdelfattah Habib, que j'ai cité tout à l'heure, qui a soutenu sa thèse en 2007 et qui a à son actif le développement du Single Star SIDAR, de SIDAR à étoile simple, et qui par la suite était précurseur de l'expérience ISM. Ensuite, il y a Tamil Helkouj qui lui, était le précurseur dans l'interférométrie, les études d'interférométrie et cophasage hors axe, comme le titre de sa thèse le spécifie ici, qui a aussi soutenu en 2009. Il y a eu Aziza Bonner, une des collègues qui fait partie maintenant du laboratoire et qui s'est intéressée, elle, à la qualification toujours des sites astronomiques, mais par l'utilisation d'une nouvelle approche se basant sur cette fois-ci les aérosols, les études des aérosols à partir des données de réseaux terrestres et aussi satellitaires.
Bon, il y a eu ensuite Oussama Zgruz qui a soutenu en 2012, puis en 2012 également, il y a eu un étudiant, Hash Youssef. En 2015, il y a eu une soutenance d'une HDR, d'une habilitation à diriger la recherche, en fait deux. Donc, aussi bien Tami Helkouch et Habib Kiftah, qui sont membres du laboratoire, ont pu aussi passer leur habilitation à diriger la recherche. Dans le domaine des exoplanètes, il y a eu Ahmed Dassou, que j'ai cité aussi, qui a soutenu en 2015. Et dans le domaine de la planétologie, si vous voulez, et études des flashs lunaires dont je n'ai pas parlé, mais c'est un des programmes qui est également développé à l'observatoire, c'est l'observation de la Lune et essayer de détecter les flashs lunaires qui sont des rendus en fait de la chute de météorites sur la Lune. Et donc c'est Baboun Aït Moulay Al-Aoui qui a pu soutenir sa thèse là-dessus. Il y a eu Myriam Gennoun qui, elle, a été un des précurseurs, disons, de l'étude concernant l'observation des météores depuis le sol et l'analyse des réseaux dédiés, qui a soutenu sa thèse en 2019. Et dans la thématique de la météorologie de l'espace, que j'ai cité également, qui a été développée avec des collègues américains, il y a Mohamed Kab qui a soutenu sa première thèse en 2019. Et tout dernièrement, il y a Khalid Berkaoui, le 8 septembre 2020, a pu soutenir sa thèse dans la thématique des exoplanètes. Et finalement, je dirais, le dernier à avoir soutenu jusqu'à présent sa thèse, c'est Youssef Moulin, dans le domaine des études de la composition des comètes avec le télescope TRAPPIST. Donc vous voyez que c'est très récent, c'est le 22 mars dernier, et que cette thèse a été soutenue en co-tutelle avec l'Université de Liège. Alors, j'ai parlé essentiellement de l'observatoire, mais je dirais juste quelques mots sur, en fait, le laboratoire est constitué à Marrakech de deux équipes, une équipe astronomie astrophysique et une équipe physique des hautes énergies qui s'intéresse essentiellement aux physique théorique et donc par conséquent thématiques telles que les trous noirs par exemple qui font partie des thématiques théoriques si vous voulez de l'astrophysique. Et bon, j'ai dit thématique théorique, mais en fait, nous, on développe la théorie au sein du laboratoire, mais vous savez que les trous noirs, c'est devenu aussi une thématique observationnelle, parce qu'on arrive maintenant à les détecter par diverses méthodes. Donc, je passe ici sur les détails de ce qui est fait au sein du laboratoire, juste pour dire qu'une des thèses qui a été soutenue sur cette thématique-là a été par une étudiante qui s'appelle Karima Mousma, et dont le titre de la thèse était « Contribution à l'étude thermodynamique et à la qualité des trous noirs dans la relativité générale et au-delà ». Voilà. Alors, il y a aussi cette équipe, par l'intermédiaire de cette équipe, le laboratoire est partenaire d'un projet de détection des neutrinos. Vous savez, ces neutrinos, c'est ces particules qui sont difficiles à détecter, où il y a plusieurs expériences qui sont développées essentiellement en coopération internationale autour de l'observation des neutrinos. Et donc le Maroc fait partie du consortium de pays qui, dans le projet qui s'appelle KM3Net, coopération qui rassemble 13 pays avec 54 institutions et plus de 220 chercheurs. Voilà, donc le laboratoire, en fait, c'est l'université Qadayet qui est partenaire pour le Maroc, mais avec également l'université Mohamed V de Rabat, l'université de Oujda également, qui sont tous partenaires de cette collaboration-là. Voilà, alors l'aventure continue avec l'observatoire de Loukhaïmden. Il y a plusieurs offres maintenant de coopération.
je citerai juste celle qui vient de se concrétiser et avec le CNES, le Centre national des études spatiales, et au terme de laquelle nous avons installé une antenne de détection d'un projet qui s'appelle SVOM. C'est un satellite franco-chinois dédié à l'observation des sursauts gamma. Et donc, par l'intermédiaire de l'installation de cette antenne, en fait, nous rentrons dans le consortium également de ce projet très important. Voilà, je passe sur les détails. En fait, c'est un satellite qui va pouvoir observer lorsqu'il y a un événement astrophysique intense, par exemple la collision de deux étoiles à neutrons ou la coalescence de trous noirs, ça donne lieu souvent à des signatures sous forme de production de rayons gamma à haute énergie, ce qu'on appelle les sursauts gamma, et donc ils sont traqués pour en savoir plus sur ces événements-là. Un autre projet qui a été finalisé, c'est avec un centre de recherche privé russe qui s'intéresse à l'Oukhémie-Noussi, qui viendront installer un télescope de 50 cm dans un premier temps, ainsi qu'un double télescope de 25 cm, et également un radiotélescope. Essentiellement, leur intérêt étant porté sur les débris aussi, les débris de l'espace. Mais avec cette instrumentation, on peut également s'intéresser à tous les objets transitants, les objets du système solaire. Alors, je n'oublie pas de parler de l'une des dernières réalisations dont je suis très fier. C'est celle-là, en fait, c'est un hangar, si vous voulez, un abri à toit ouvrant, appelé à abriter 6 petits télescopes destinés à l'astrophotographie en particulier, mais pas seulement. Et c'est la première, disons, la première concrétisation de la coopération entre les professionnels et les amateurs. Cette réalisation a été faite essentiellement à l'initiative d'une association d'astrophotographes marocains qui ont financé tout le projet sur leurs fonds propres. Et nous allons donc pouvoir eux, ils vont pouvoir continuer à faire ce qu'ils aiment, c'est-à-dire photographier le ciel, surtout les images du ciel profond, on l'appelle, mais on va pouvoir également, ensemble, avoir des cibles communes d'intérêt scientifique. Voilà, et donc là, c'est le dôme et le télescope qui sera installé, je l'espère très prochainement, à l'observatoire avec la coopération des Russes. Et je termine sur cette note-là et je suis prêt à recevoir vos questions. Merci pour votre attention. Merci, question très intéressante. Il y a eu, je dirais, plusieurs points marquants.
Et si je devais en sélectionner un, je dirais c'est l'aboutissement de la création de l'observatoire. Effectivement, l'observatoire n'aurait pas pu être créé sans qu'au préalable on puisse avoir la structure laboratoire, aussi bien le premier laboratoire au sein du Centre national de la recherche scientifique à Rabat, qu'ensuite le laboratoire à l'université de Marrakech. Mais je dirais que le point vraiment marquant, c'est de pouvoir disposer d'un observatoire au Maroc, chose qui est très rare dans la région, dans toute la région. Il n'y a pas vraiment d'observatoire où on fait de la recherche. Bon, il y a quelques observatoires. Il y a un observatoire, comme vous le savez, en Égypte, avec un grand télescope, mais qui il y a longtemps n'a pas fonctionné pour des problèmes techniques. Mais disons comme observatoire actif, dynamique et publiant dans des revues à facteur d'impact intéressant, l'observatoire de Locaindel fait quand même exception, si j'ose dire, dans la région Nord-Afrique et Moyen-Orient. Et donc, voilà, c'est ça le vrai fait marquant, c'est de pouvoir, malgré les moyens que vous connaissez, qui sont très limités, pouvoir arriver à construire cet observatoire, à le rendre fonctionnel et à le rendre performant. C'est très, très polémique. Voilà, oui. Oui, merci pour votre question et votre perspicacité. Je ne sais pas si je l'ai cité, mais en tout cas, là, vous avez dit que c'est la recherche scientifique qui a en fait permis la réalisation de ce projet, ce qui est très vrai, parce que plusieurs autres pays, je les connais maintenant dans la région, ont essayé de créer un observatoire, mais avec des décisions entre guillemets politiques arrivant à partir de décisions ministérielles, etc. Nous, ce n'est pas le cheminement que nous avons fait. Nous avons tenu à développer l'astrophysique au Maroc. Nous avons essayé j'allais dire, de ne pas être découragés par l'environnement. L'astronomie n'étant pas prioritaire, ni au Maroc d'ailleurs, ni presque dans tous les pays du tiers-monde, ou les pays en voie de développement. Nous avons souvent que nous avons d'autres priorités, c'est de nourrir les gens, de soigner les gens, etc. Ce qui est complètement, à mon avis, pas intelligent du tout, pour ne pas utiliser un terme plus méchant, parce que la science n'a pas de limite, n'a pas de frontières, et on doit investir tous les champs. Et au contraire, l'astrophysique, comme les sciences fondamentales d'ailleurs, c'est elle qui tire vers le haut les autres sciences appliquées. Et donc, nous avons tenu à créer cet observatoire. Et donc, l'approche a été, je dirais par la suite, je peux le dire maintenant, a été très efficace. Parce que nous avons commencé par dire, nous n'avons pas de moyens. Il faut qu'on puisse attirer la coopération internationale. La coopération internationale arrive pour l'intérêt. Elle n'arrive pas par nos beaux yeux ou par nos... Elle arrive lorsqu'ils ont un intérêt. Et donc, il faut montrer l'intérêt. Et du moment que les scientifiques, eux, ils ne jurent que par les publications, par les articles scientifiques. On ne peut pas venir dire, prêcher que oui, nous avons un bon site, nous avons un excellent site, si on ne montre pas scientifiquement que c'est le cas. Et donc, c'est réellement du moment que nous avons commencé à publier dans cette thématique, à montrer que l'Observatoire de Locaindel a une bonne qualité, que la communauté mondiale astronomique s'est intéressée à ce site et qui a eu petit à petit des propositions donc d'installation de télescopes sur ce site. Voilà, donc c'est la qualification du site, hein,
et c'est la continuité de la recherche scientifique auquel nous avons donné une grande importance. Et on peut ajouter à cela la formation. Parce qu'au début, nous étions très peu nombreux, nous étions 4 chercheurs dans les années 80 dans cette thématique d'astrophysique. Et très vite, il était évident que pour pouvoir développer l'astrophysique, il faut une masse critique de chercheurs au Maroc qui est spécialisée dans cette thématique-là. Et donc, c'est pour cela que nous avons lancé la formation à l'Université de Bayeux, la formation doctorale en astrophysique, qui, elle aussi, a connu relativement une bonne réussite, étant donné, encore une fois, le peu d'intérêt, je dirais, général aux thématiques de recherche fondamentale en général dans nos pays et à l'astronomie en particulier. Voilà. Ouais. Oui, oui. Bonsoir encore. C'était une très très belle présentation. Donc on a vu clairement le grand panel des sujets justement qui vous intéressent. Donc les étoiles variables, les exoplanètes, les petits corps, etc. Et en fait, j'avais une question directe plutôt sur les découvertes. Donc, mis à part les papiers en fait que vous publiez régulièrement sur les découvertes que vous faites avec les télescopes, est-ce qu'il y a aussi une touche? Donc, par exemple, quand vous observez une nouvelle exoplanète, est-ce que vous vous permettez de donner un nom justement à l'exoplanète ou c'est pas du tout le cas? Je ne sais pas si vous avez parlé de ça, mais je crois pas que j'ai dû entendre ça. Les exoplanètes ou les étoiles variables ou voilà, tous les comètes, etc. Oui, ça fait partie des satisfactions, disons, de pouvoir dire, donner un nom d'un objet céleste, de pouvoir le nommer. Alors évidemment, rien ne nous empêche de nommer ce qu'on veut, mais pour que la communauté internationale se mette d'accord et adopte un nom unique et commun, cette opération a été dédiée à l'Union astronomique internationale. Donc, c'est l'Union astronomique internationale qui est l'organisme habilité à nommer les objets découverts, les objets qui peuplent le ciel. Alors, évidemment, il y a plusieurs process, disons. Alors, pour les petits corps du système solaire, normalement, c'est celui qui a découvert, qui a fait la découverte, qui a observé. Si c'est le premier, il a la primauté de nommer l'objet, de proposer un nom. Alors évidemment, il faut qu'il propose un nom selon certains critères. Il peut proposer son propre nom, s'il le veut, ou proposer un nom de chercheurs qui ont contribué d'une façon efficace à l'astronomie, etc. Ceci pour les petits corps du système solaire. Pour les exoplanètes, il a été décidé, je ne sais pas si vous avez suivi, de lancer en fait un concours de nomination des découvertes, pas nécessairement par ceux qui les ont découverts, mais toute association ou personne peut participer en disant voilà, moi je propose de donner un nom à cette exoplanète. En fait, ça a été organisé plutôt par pays, et donc on a l'Union astronomique internationale a sélectionné quelques exoplanètes et attribué à chaque pays une exoplanète. Alors nous, au Maroc, l'année dernière, la dernière opération, quand ils nous ont proposé une exoplanète, nous avons dit ben non, nous on a découvert une exoplanète au Maroc, et donc on préfère nommer celle que nous avons découverte.
Et nous avons donc fait cette requête à l'Union astronomique internationale. Et ils nous ont dit, oui, vous avez raison, tout à fait normal qu'on vous attribue, et c'est ainsi qu'un système qui a été découvert à l'observatoire de Lukinden est publié avec un premier auteur, Khalil Bakawi, que j'ai cité tout à l'heure. Et nous avons donc pu donner un nom à l'étoile et à l'exoplanète, à son exoplanète. Et nous avons donné le nom, un nom qui est de la culture amazigh marocaine, qui est le nom de deux rivières, Tislit et Isli, qui fait partie d'une légende légende berbère marocaine. Et donc voilà, il y a maintenant un nom de la légende berbère marocaine dans le ciel. Et plusieurs pays ont suivi des expériences plus ou moins similaires pour pouvoir nommer des exoplanètes. D'accord. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, si j'ai bien compris, maintenant, c'est fini l'époque où on pouvait se donner des noms. Oui. C'est fini l'époque. Maintenant, j'imagine, c'est bien cadré, c'est formel. Faut passer par l'Union astronomique internationale. Et donc, j'avais aussi une autre question par rapport aux découvertes d'exoplanètes. Donc, bien sûr, il y a les deux méthodes, vitesse radiale et méthode de transit. Je voulais savoir, vous, en l'occurrence, c'est peut-être une question technique, vous, en l'occurrence, sur vos observatoires, vous êtes plutôt sur quelle méthode, ou la méthode va dépendre des types d'observations? C'est-à-dire que si on détecte en vitesse radiale, ça ne veut pas forcément dire qu'on détectera en transit, ou si on détecte en transit, on ne détectera pas forcément en vitesse radiale. C'est une question que j'avais en tête. Et en l'occurrence, j'ai vu du coup les graphes, donc c'était principalement des méthodes de transit avec la baisse d'intensité lumineuse. Voilà, je ne sais pas si vous avez la réponse à la question. Oui, tout à fait. En fait, les deux méthodes, il y a plusieurs méthodes, il n'y a pas que deux, mais disons que les deux méthodes de transit et de vitesse radiale sont en fait complémentaires. Le transit tout seul, il ne peut pas nous donner la masse de la planète. Il peut nous donner le rapport entre le diamètre de la planète et le diamètre de l'étoile. Si on veut remonter à la masse, il faut qu'on utilise la vitesse radiale. La vitesse radiale, c'est la vitesse justement qu'on peut mesurer parce que la planète va agir sur l'étoile et, si vous voulez, faire déplacer le centre de gravité étoile-planète de façon à ce qu'on puisse déterminer quelles sont les masses, encore une fois, relatives entre l'étoile et la planète. Donc, les deux méthodes sont complémentaires et une vraie découverte n'est publiée que si on a pu observer la cible et avec le transit et avec la vitesse radiale. Voilà. Donc, malheureusement, la méthode du transit est relativement simple. Il suffit d'avoir un télescope avec un bon filtre, un bon suivi, et on arrive à déterminer cette baisse de flux. C'est celle que nous avons à l'observatoire de Lukinden. L'autre méthode, qui est la vitesse radiale, nécessite une mesure d'effet Doppler et donc nécessite de la spectroscopie, comme pour les étoiles variables. La vitesse radiale et les étoiles variables, si vous voulez, c'est pareil. On a besoin d'avoir un spectro qui nous permet de mesurer comment se déplace par effet Doppler donc le centre de gravité entre la planète et l'étoile. Et nous avons un spectromètre à Lukinden d'une résolution qui n'est pas très très élevée. Et donc nous ne faisons pas, pour l'instant, il y a une doctorante qui essaye de s'intéresser à cet aspect, pour au moins les planètes les plus massives du type Jupiter, les exoplanètes du type Jupiter, essayer de faire quelques observations en vitesse radiale. Sinon, ce qu'on fait, c'est en fait, on propose nos découvertes, nos mesures de transit à d'autres spectroscopes connus de par le monde, et, quelques-uns qui se trouvent aux îles Canaries, au Chili aussi. Et là, on leur propose en disant, voilà, vous faites la mesure. Évidemment, entre guillemets, l'inconvénient, c'est qu'ils vont dire, oui, je fais la mesure, mais je suis co-auteur avec vous.
Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on publie, en fait, maintenant, les découvertes des exoplanètes, vous voyez qu'il y a en fait plusieurs auteurs. C'est rare qu'on trouve moins que 10 auteurs, au moins 10 auteurs, si c'est pas plus, parce qu'en fait, c'est plusieurs institutions, et derrière les institutions, il y a plusieurs chercheurs. Et donc, voilà. C'est pour cela qu'on, dans cette thématique d'exoplanètes, en général, les papiers ont plusieurs auteurs. D'accord. Voilà. Je vois. Et l'échelle de temps, du coup, de cette baisse d'intensité lumineuse, elle doit exclure le fait que ça soit potentiellement une étoile variable. On est d'accord? Ah oui, pas une étoile variable, une étoile double surtout. Étoile double, oui, ok. Les étoiles, voilà, exactement. Les étoiles variables, bien cataloguées, ils ont une signature bien particulière. Mais par contre, la confusion pour les exoplanètes se fait avec les étoiles doubles. Parce qu'il peut y avoir un système d'étoiles doubles physiques, parce qu'il y a les étoiles doubles optiques, mais il y a des étoiles doubles physiques qui obéissent au même principe. Il y a deux étoiles qui s'attirent l'une l'autre, et donc on va avoir, c'est ce qu'on appelle les fausses détections ou les fausses. Et il y a aussi, dans la méthode du transit, les fausses détections toujours par les étoiles doubles et cette fois-ci optiques, et qui est les éclipses binaires. Ça s'appelle les éclipses binaires. Il y a une étoile qui peut éclipser l'autre étoile. Vous voyez? Ok, parce qu'il y a une différence d'intensité lumineuse entre les deux étoiles. Oui, c'est ça. Voilà. Ok. Je vois. Et dernière question. Donc, j'ai vu que vous vous intéressez beaucoup sur les planètes, etc. Est-ce qu'il y a des recherches sur les planètes du système solaire, c'est-à-dire en utilisant vos télescopes ou encore en utilisant des imageries de Hubble ou des sondes comme Cassini ou autres? Les autres, enfin, en termes de planétologie, si vous voulez, ce que nous faisons maintenant, c'est ce que j'ai cité peut-être un peu trop rapidement, c'est les flashs lunaires. En fait, on mesure pas seulement les flashs lunaires, mais maintenant aussi les flashs jupitériens. Et donc, les études, si vous voulez, qui sont faites à l'observatoire de Camden, dans le laboratoire, sur la thématique planétologie, c'est surtout ces aspects-là. Vu évidemment les moyens dont on dispose, on peut juste observer lorsqu'il y a un flash. Alors ensuite, lorsqu'il y a un flash, on va remonter à d'autres études. On va dire, eh ben, si ce flash a eu lieu, ça veut dire qu'il y a une chute de météores sur la Lune, par exemple. Et donc, est-ce que ça a laissé un cratère ou pas? Donc, on va chercher pour voir est-ce qu'il y a un nouveau cratère par rapport aux archives d'images que nous avons. Il y a aussi la possibilité de faire des mesures de la sismologie lunaire en disant ben, si ce flash a heurté la Lune, est-ce qu'il a été assez puissant pour influer sur la sismicité de la Lune? Et donc, si vous voulez, nous, on détecte par observation et après, il y a tout un consortium de chercheurs qui vont analyser ce flash pour en sortir des données sur la Lune et donc sur Jupiter aussi, si on s'intéresse au flash jupitérien. D'accord. Bah c'est très intéressant. Donc j'ai vu globalement qu'il y a vraiment beaucoup de thématiques, de sujets de recherche, et c'est très intéressant et très pertinent. C'est toujours bien justement de savoir qu'il y a toujours beaucoup de choses à apprendre ne serait-ce dans le système solaire ou dans notre galaxie ou dans les corps très très lointains. Voilà, donc vraiment on a appris beaucoup de choses. Moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses ce soir. et vos réponses à mes questions, je pense que c'était très très bien clair. Merci beaucoup en tout cas pour ça. Merci à vous. S'il faut retenir une chose peut-être, c'est que si nous avons l'intérêt, moi je vous appelle souvent cela la passion pour faire de la recherche et dans ce domaine-là, les moyens ne manquent pas finalement, surtout maintenant. Parce que c'est soit que nous avons des moyens modestes, et avec ces moyens modestes, on peut remonter toujours
à des choses qui n'ont pas été découvertes, puisque par définition, lorsqu'on fait notre propre observation, c'est nos propres données que nous analysons et on peut toujours trouver quelque chose. Mais au-delà des observations, il y a maintenant des bases de données énormes et qui ne sont pas du tout exploitées comme on ne peut pas de toute façon. Il y a des méga données maintenant dans des serveurs un peu partout dans le monde et c'est pour cela que souvent vous voyez passer des appels à postdoc pour embaucher des chercheurs pour venir chercher dans les observations des télescopes Hubble ou des futurs télescopes qui vont venir géants maintenant. La communauté astrophysique actuelle n'est pas suffisante pour analyser toutes les données qui vont venir. Et donc, il y a vraiment la place pour tout le monde, pour ceux qui s'intéressent à ce domaine-là. Merci beaucoup pour ça. C'est... Oui, ben, notre conseil est de tenir déjà le contact et alors nous, au master d'astrophysique que nous avons à Marrakech, nous avons pendant 2 ans, 2 ou 3 ans, nous avons eu des étudiants mauritaniens qui sont passés par ce master. Je n'ai plus de nouvelles, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont atterri. Est-ce qu'ils ont continué dans le domaine astrophysique ou est-ce qu'ils sont partis ailleurs? Mais dans tous les cas, maintenant que il y a votre association qui commence à se mettre en place, etc., il faudrait peut-être qu'on puisse travailler ensemble, collaborer ensemble, venir vous serez les bienvenus à l'Observatoire si vous voulez, sous forme de stage ou de séjour ou simplement de visite pour les amateurs. On pourra monter ces opérations entre nous. Et donc, voilà. Et voilà, je vais retrouver et vous les envoyer. Inch'Allah, on pourra faire beaucoup de belles choses ensemble, Inch'Allah.